Tout le monde regardait vers l'ouest puis se disait il y a quelque chose là, de grave qui s'est passé là-bas. On pense que le moulin des Presses est en feu. Et à un moment donné, on voyait passer des pièces de bois enflammées un peu partout. C'est vraiment mais ça vous passait par-dessus la tête, ça? Ça passait, puis assez haut. Ouais, c'était soufflé par le vent. Et ça faisait des bons bouts, mais ça pouvait tomber 4 ou 5 maisons plus loin. Ça sautait plus loin. Ouais, c'était très impressionnant. L'une des plus grandes catastrophes du Bas-Saint-Laurent a lieu à Rimouski le 6 mai 1950. Il est autour de 18 heures lorsqu'une étincelle enflamme la cour à bois de la compagnie Presse. Très vite, les flammes deviennent immenses, poussées par les vents violents, emportant tout sur leur passage. En quelques heures, le tiers de la ville est réduit en cendres. C'est un souvenir que ne pourra jamais oublier Louis Arsenault, qui était présent le soir du drame. Bien, M. Arsenault, merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous rencontrer. Mais d'aborder un côté que je ne connaissais pas chez vous, celui d'avoir été témoin du grand feu de Rimouski en 1950. Alors, il faut comprendre que vous n'étiez pas natif de la région, M. Arsenault. Vous avez été témoin du grand feu. Mais vous veniez d'où, juste? Mon île natale, l'île du Prince-Édouard. Ah, voilà. Oui. Okay. Et que j'avais quitté pour Rimouski. J'avais aucune idée où c'était, mais j'avais un billet pour Rimouski. Qu'est-ce que vous faisiez à Rimouski? J'étais étudiant. J'étais étudiant en 3e année à l'École technique de Rimouski. Certains de la région de Rimouski avaient le privilège de demeurer chez eux, mais tous les autres demeuraient là. On était pensionnaires, on couchait à l'école, puis on sortait une fois par mois pour les petites commissions. Bien justement, ça ressemblait à quoi le quartier, avant d'aborder vraiment la nuit comme telle, la fameuse nuit rouge, l'image que vous gardez de ce quartier-là à l'époque quand vous étiez étudiant? Le petit séminaire, l'école de commerce, l'école des Frères du Sacré-Cœur, et après ça, des grands terrains de jeu, ça constituait une bonne partie là, du centre où j'allais travailler pendant quelques années. Après ça, on voyait l'hôpital, pas loin, mais le reste, c'était toutes des petites maisons. Avez-vous des images de cette fameuse journée-là, avant l'incendie? Qu'est-ce que vous vous rappelez de ce fameux 5 mai? Avant l'incendie, quand on a sorti pour la récréation de midi, je me souviens qu'il ventait très fort. Et même que le terrain de baseball, les autres terrains de jeu dans le coin, nous soufflait du sable dans la figure, le vent soulevait le sable. C'était vraiment très désagréable. Et il faisait chaud. On avait vraiment très chaud. Le vent chaud de l'ouest et qui soulevait de la poussière de partout. Et c'était un peu exceptionnel. À partir de quel moment avez-vous pris connaissance que le feu se propageait? Les premiers signes, est-ce que c'est la fumée? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est la rumeur? Ça a été la fumée d'abord, ensuite la poussière, l'odeur de brûlé qui venait de loin à l'époque. On voyait venir ça quand même à partir de l'école technique où j'étais sur la rue Saint-Louis, aller à l'autre côté de la rivière, à Rimouski, vous voyez, ça fait quand même une certaine distance. Et à ce moment-là, on voyait surtout la fumée, parce qu'il faisait encore jour quand le feu a commencé. Alors, on n'a pas vu la flamme tout de suite, on a vu surtout de la fumée. Et là, tout le monde regardait vers l'ouest puis se disait il y a quelque chose là, de grave qui s'est passé là-bas. On pense que le moulin des Presses est en feu. Alors, monsieur Arsenault, on se trouve à un endroit quand même là, assez stratégique là, pour la compagnie Presse à l'époque. C'est ici, en fait, que l'usine était située à quel endroit, selon vos souvenirs à vous, là, l'usine? Selon mes souvenirs, l'usine se situait sur le plateau, ici, en allant vers le pont du chemin de fer. Okay. Et c'était quand même assez vaste, cette usine-là. Il y avait plusieurs bâtiments. Et à l'arrière du moulin, évidemment, là, c'était la cour à bois. Tout ce grand secteur. Le grand secteur. Ça allait très loin
vers l'ouest. Là. Ça faisait drôle de voir ça. Ça avait l'air d'une petite ville en cage de bois, si vous voulez. Là. Ouais. Et c'était à perte de vue. Là. Alors, les bateaux accostaient, si on peut imaginer, le long ici Oui, là, du rivage, oui, il y avait oui. un quai en bois, Oui, probablement. il y avait un quai en bois. Et Là, on venait chercher le bois ici. Au printemps de 1950, le bois s'est accumulé avec le dégel et tout ça. Ouais. Et on est sur le point de reprendre des activités à la Syrie. Et la cour est remplie de bois, là, de bois. Moi, ce que j'ai entendu dire à l'époque, c'est qu'un transformateur, tu sais, de l'hydro, qui avait tombé et le feu aurait commencé près de là. Ouais. J'en sais pas plus. Ce que les gens savaient ce soir-là, c'est que ça venait quand même de la cour à bois. Ils savaient très bien d'où ça venait. OK. J'imagine qu'à ce moment-là, les gens sortaient de leur domicile pour s'informer, essayer de savoir ce qui se passait. Est-ce que ça grouillait dans le quartier? Ben, pour nous, comme c'était un milieu très fermé, on était pensionnaires à l'école, ça a pris un certain temps avant qu'on réalise la gravité. Ouais. Quand on est revenu après le souper, on a commencé à voir les flammes. Et on a commencé quand on a réalisé qu'en fait, le feu avait sauté la rivière. Le moulin à scie était en feu et que le feu s'en venait vers nous. On aurait pu espérer que la rivière puisse justement faire obstacle au feu, mais c'est pas du tout à cause de la force des vents et des tisons. Oui. J'imagine que s'il n'y avait pas eu le vent très fort, le feu n'aurait jamais sauté complètement la rivière. Oui. Mais avec l'intensité du vent, c'est ce qui est arrivé. En fait, ce sont des pièces de bois enflammées et des tisons qui ont sauté la rivière, qui ont mis le feu aux maisons riveraines de l'autre côté. Et vous avez vu ces tisons, ces madriers enflammés-là, Oui. comme des feux de paille traverser la rivière? Oui, absolument. Et ça a mis le feu là-bas. Et après, ça a continué parce qu'au fur et à mesure que les maisons brûlaient, le vent était tellement fort, il soulevait des parties de toit enflammées et ça allait mettre le feu plus loin à d'autres maisons. Voilà. Ça faisait sauter le feu des maisons. Voilà. Et ça continuait. À un moment donné, on voyait passer des pièces de bois enflammées un peu partout. Et c'est vraiment Mais ça. ça vous passait par-dessus la tête, ça? Ça passait, puis assez haut. Ouais, c'était soufflé par le vent. Et ça faisait des bons bouts, mais ça pouvait tomber 4 ou 5 maisons plus loin. Sautait plus loin. Ouais, c'était très impressionnant. Exceptionnellement, la direction de l'école nous ont autorisés à sortir de l'école. Mais on dit, là, il s'en vient quelque chose de grave. Là. Si vous connaissez des familles dans ce secteur-là que vous pensez pouvoir aider, bien, allez-y. Moi, j'ai assisté à une famille que je connaissais sur la rue Sainte-Thérèse. Alors, je suis allé là-bas voir ce qui se passait avec eux. Ils essayaient de sortir des meubles par les fenêtres pour évacuer la place. Ils voyaient que la maison allait probablement brûler. Et ça avançait tellement vite, ça sautait d'une maison à l'autre. Alors, je leur ai aidé à sortir des meubles. On jetait les matelas par les fenêtres, on jetait ça dans la rue. Puis, quand on a sorti de la maison, là, on a fini de sortir les meubles, déjà le feu était rendu le deuxième voisin. Et là, les étincelles, par période, on ne voyait rien du tout. On pensait que c'était le feu, mais en fait, c'était les étincelles qui étaient transportées par le vent. Et c'est ça qui nous piquait la figure et qui nous brûlait les yeux. Mais au fur et à mesure que le feu se rapprochait, là, on sentait la chaleur. Mais pas juste un peu, hein, parce qu'avec le vent qui faisait, vous pouvez imaginer que la chaleur a été transportée. Alors, c'était le temps de s'éloigner de ce quartier-là. On entendait un peu les cris des gens au début, mais à la fin, dans le plus fort des feux, le feu faisait tellement de bruit. Le vent et le feu, on n'entendait rien d'autre. Ça a été beaucoup plus tard dans la nuit, les petites heures du matin, où on a continué d'entendre les sirènes. Et vous, pendant toute la nuit, donc, vous avez prêté assistance et à votre famille, vous avez... Toute la nuit, là, ça a été intense, des heures et des heures, vous deviez par moments être complètement
découragé, je ne sais trop. Mais encore là, là où moi je suis intervenu, le feu n'était pas à sa plus forte intensité. Ça a été lorsque la flamme est arrivée justement à la rue Saint-Louis. Oui. La rue de votre collège. La rue du collège. Et il y avait les maisons jusqu'à la rue Saint-Germain en bas. Et le feu est arrivé comme un mur de flammes à ce moment-là. Là, il était plus tard, mettons, si on se transporte vers 10h30, 11h le soir. C'était effrayant. Les gens se disaient, pas possible, qu'est-ce qui arrive là? C'est la fin du monde, quoi. Alors tout ça, ça a flambé à peu près en même temps, avec des flammes qui montaient très, très, très haut. Les gens pleuraient, les gens priaient dans la rue. Il y a des gens qui ont sorti avec des images, des gens qui récitaient le chapelet. Il y avait leur chapelet dans les mains. Ils priaient pour que leur maison soit sauvée. Et c'était assez dramatique de voir ça. Et évidemment, ils reculaient. Au fur et à mesure que le feu avançait, la chaleur devenait insupportable. Et c'était paniquant, les gens qui pleuraient. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait une organisation quelconque qui encadrait tous ces gens-là, qui leur disait quoi faire, de s'éloigner, ou c'était à chacun, d'une certaine manière, d'agir selon ses propres décisions? Je sais qu'il y avait des pompiers qui essayaient de combattre l'incendie, mais ils ne fournissaient pas de s'installer. Ils s'installaient avec les boyaux, et puis, mais ils ne réussissaient pas à éteindre le feu, évidemment. Et ça n'a pas été long, qu'il manquait d'eau. Ouais. Alors, tout à coup, on s'est aperçu que les pompiers n'avaient plus d'eau pour éteindre le feu. Et il y avait des gens encore qui persistaient avec leurs petits boyaux de jardin pour essayer d'arroser la maison. Mais, tu sais, il n'y avait pas de pression d'eau. Alors, ça n'a pas été long, hein. Toute l'eau a été utilisée et le système d'aqueduc de la ville ne fournissait plus. Là. Voilà. Mais les résidences, en arrière, les rues Sainte-Marie et rue Sainte-Thérèse, la plupart, c'était des petites maisons en bois qui flambaient assez facilement. La plupart ont flambé, quelques-unes ont pu résister, mais la plupart ont disparu. Oui. Le vent provenait donc de l'ouest, donc le mur de feu se dirigeait vers l'est. Hein, le vent qui vient de l'ouest soufflait tout ça vers l'est et avec une forte intensité. Oui. On était revenu au collège pour des soins, se faire soigner les yeux puis la respiration. Et on a vu passer ce mur de feu-là. C'est là qu'il est arrivé un calme tout à coup. On a dit, le vent a cessé de souffler. Et les gens ont pensé que c'était peut-être l'intensité de la chaleur qui montait, qui avait eu un effet sur les vents. Ça a peut-être fait changer les vents à ce moment-là. Mais ça a été momentanément, là, on a vu monter les flammes, mais très, très haut. Et c'était vraiment un mur de feu, un bruit d'enfer, parce que ça fait du bruit, un incendie de cette catégorie-là, de cette ampleur-là. Oui. Et là, le séminaire a été touché, forcément. Oui, les édifices de la rue Sainte-Marie ont été très endommagés. Tous les blocs appartements de la rue Sainte-Marie ont brûlé complètement. Et le collège des Sœurs de la Charité a été fortement endommagé. Presque tous les édifices, les commerces de la rue Saint-Germain, à partir du pont de la rivière, en passant le pont de la rivière Rimouski, a brûlé. Le pont qui a brûlé, évidemment, n'était pas situé exactement sur l'emplacement du pont. Non, il était tout près où nous sommes présentement. Ah, oui. C'était près. Et puis, c'est plutôt surprenant qu'un pont puisse brûler, mais en fait, le pont, il y avait une structure d'acier, mais la chaussée était en bois. Le parapet était en bois. Alors, le feu a pris là-dedans, et puis finalement, ça a été détruit complètement. Il restait, heureusement, le pont du chemin de fer qui permettait de traverser la rivière Rimouski. Alors, tous les commerces, à peu près, de la rue Rimouski à venir jusqu'à la rue Saint-Louis ont été emportés par le feu. Tout ce qui était au sud de la rue Sainte-Marie, les grands établissements, l'hôpital, le séminaire et tout ça, ont été fortement endommagés. Mais l'hôpital, est-ce que vous avez été témoin de l'évacuation? Absolument, parce qu'on l'avait devant nos yeux. Moi, quand je retournais à l'école pour me faire soigner les yeux, je voyais le feu qui avançait, puis on se disait, bien,
l'hôpital, c'est tout en briques et en béton. Puis il y avait un agrandissement en cours. Il y avait une partie des dalles de béton et des colonnes de béton qui avaient été faites en vue de l'agrandissement. On s'est dit, ben ça brûle pas, le béton. Erreur, ça brûle. Ça a tellement chaud. Et ça a pris bêtement sur une espèce de galerie. Il y avait du côté sud de l'hôpital. On a vu à un moment donné des tisons qui avaient tombé là et ça a commencé à flamber. Un feu minuscule qu'on aurait pu éteindre avec une tasse d'eau là, à l'époque, mais il n'y avait personne pour le faire. Alors. Et quand ça a progressé, puis ça a progressé, et ça a brûlé le cadre de la fenêtre, et ça a rentré à l'intérieur, et ça a commencé là. Vous avez été témoin du début de l'incendie de l'hôpital. Et c'est devenu très fort après ça, et ça a tellement chauffé que même les dalles de béton, avec les aciers d'armature qu'il y a dans le béton, ça a tellement chauffé que ça a déformé les dalles, et tout ça, ça a dû être défait et reconstruit par après. Les patients de l'hôpital qui ont été évacués, là, ce qui a taxé pas mal de toutes les ressources qui étaient disponibles à l'époque, les policiers, les pompiers, qui étaient en nombre bien insuffisant pour fournir à la demande, là, ils ont quand même tout fait ce qu'ils pouvaient pour évacuer les gens. L'hôpital, ça ne devait pas être à l'épreuve du feu à l'époque? C'était censé d'être à l'épreuve du feu. C'est ce qu'on pensait, mais ça a été quand même fortement endommagé. Je ne vais pas dire que le feu peut être assez intense pour détruire même la maçonnerie. Ça, c'est surprenant, hein? L'inconfort, mais surtout l'inquiétude. On s'est dit, est-ce que la ville y passe vraiment? Est-ce que, puis dans ce temps-là, il y avait toujours des gens pour dire, « Ah, c'est peut-être une punition du bon Dieu. Voilà. Peut-être, là, tu sais, là, on avait des choses à se faire reprocher, puis on décidait que la ville allait y passer. » Une nuit cauchemardesque, en fait, mais qui s'est terminée de quelle façon pour vous? À partir de quel moment avez-vous pensé que le pire était passé? Là? On a constaté que le pire était passé vers les petites heures de la nuit. Je ne me rappelle pas quelle heure exactement, mais je dirais probablement 3-4 heures du matin. Oui. Là, il y avait encore de la fumée, beaucoup, il y avait des feux, mais c'était maîtrisé, ça avait diminué énormément. Tout a été ravagé, là, de la rivière jusqu'ici. Jusqu'ici. Oui, le feu s'est arrêté ici. On s'est dit, là, la cathédrale, ça fait un beau mur là, de pierre pour arrêter le feu. Mais en fait, il n'y avait plus rien à brûler là, depuis l'ancienne... En fait, le couvent des Sœurs de la Charité, c'est ce qu'on a maintenant, l'Institut de marine du Québec. Maritime du Québec. Voilà. Tout ça avait brûlé. Qui a été sérieusement endommagé, on peut dire détruit par l'incendie. Alors, une fois ça, le feu n'avait plus rien à gruger, si vous voulez. Alors, graduellement, il s'est éteint. Il y avait quand même de la fumée qui se dégageait du sol. Il y avait quand même des cendres, des tisons qui s'étaient rendus jusqu'ici. Il n'y avait plus de combustible, autrement dit. Il n'y avait plus de combustible. Ouais. Non, le feu cessa de brûler, faute de combustible. Est-ce que vous l'avez vu dans ces derniers instants, dans ces derniers moments? Absolument, oui. Vous avez été témoin? Je me souviens d'avoir été ici sur les petites heures du matin et j'entendais un véhicule qui se promenait en ville avec des haut-parleurs qui appelaient les conseillers municipaux et le maire de se réunir d'urgence à l'hôtel de ville et donnait comme ça des directives en quelque sorte aux gens de se déplacer. Alors, ça a été un coupe-feu, ni plus ni moins que la cathédrale. C'est le rôle qu'elle a joué. Elle a joué le rôle de coupe-feu. Oui. Et on a dit que c'était un miracle. Oui, que la pierre ne brûle pas, c'est pas un miracle en soi, mais qu'elle soit placée là, après un grand vide où, comme on disait tantôt, il n'y avait pas de combustible. Ben quand même, là, c'est ça. Le feu arrête. Mais ça a chauffé quand même ici, parce que au sommet du clocher, la fameuse croix, qui est toujours la même, je pense, a subi les effets de la chaleur intense. Hein? Absolument. Et on s'est aperçu le matin, on se demandait pourquoi tout le crucifix, la
croix là, était inclinée vers l'est. Il faut se rappeler que le vent soufflait de l'ouest, donc vers l'est. Et alors, on attribue à la chaleur absolument incroyable de ce feu, cet endroit-là. Et le vent très, très fort, ça a fait fléchir la croix. N'eût été de la cathédrale, Rimouski est passé. Oh, j'ai l'impression que oui, la ville y avait passé. Ouais. Alors, c'était assez impressionnant. Oui. Il n'y avait plus d'électricité à nulle part. Et alors, les gens étaient un peu perdus. Les gens cherchaient leur matériel. Il y avait encore des choses ici et là qui avaient été abandonnées dans les rues qui n'ont pas brûlé, un petit peu plus loin que le feu, là. Et puis, c'est seulement que vers la fin de la journée qu'on a pu revenir vers la ville pour essayer de voir quelle était... qu'est-ce que la ville avait l'air après cet incendie-là. Elle Et avait là, l'air- ça a été frappant. Elle avait l'air de quoi, la ville? C'était noir, c'était de la cendre, et tout ce qu'on voyait dans tout le quartier qui a brûlé, c'était des cheminées. On voyait des cheminées en briques qui avaient resté debout ici et là. Vous voyez des cheminées toutes noircies. Le sol était noir, on ne voyait plus l'emplacement des rues. Alors là, je me suis rendu chez moi, convaincu que Rimouski ne se reconstruit. Ce que j'avais vu de Rimouski, c'était tellement désolant. Et la manchette, Rimouski swept by fire. Je me suis dit, c'est fini, là. C'est fini, ouais. Mes études, moi, c'est fini, là. J'avais 3 ans de collège de fait, j'en avais 4e année à faire. Je me dis, c'est fini. Les dommages sont trop importants. C'est pas possible que cette ville-là renaisse de ses cendres. C'était, tu sais, ça m'avait fortement impressionné, ce que j'avais vu, là. Là, vous retournez chez vous, évidemment. L'image que vous avez de Rimouski est une image drôlement, ben, pas drôlement, mais vraiment décourageante. Voilà le bon terme. Oui. Vous revenez après. Mais vous vous attendez à trouver une ville dévastée, je présume. Quand vous débarquez à la gare de Rimouski, après des vacances, Oui. qu'est-ce que vous découvrez comme ville? Bien là, ça a été la surprise, vraiment. Parce que je ne pensais pas qu'une ville pouvait se remettre de ses cendres aussi rapidement. Là, j'ai quitté mon emploi à l'île du Prince-Édouard. Je pensais, moi, que c'était fini. C'est fini, le les cours. études. Alors, pour revenir, pour terminer mon cours, j'étais bien heureux, dans le fond. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait plus de cendres, il n'y avait plus les cheminées que j'avais vues noircies et tout ça. Il n'y avait plus rien. Toutes des rues, presque toutes les maisons avaient été rebâties. Et ça m'a impressionné beaucoup parce que, écoutez, ça faisait quelques mois seulement, là. Ouais. Moi, l'impression que j'ai eue, Rimouski, c'était fini. C'était pas possible. Et quelques mois après, voilà une ville qui avait l'air d'une nouvelle ville. Puis, je pense que les gens qui ont été éprouvés ont été compensés en bonne partie. Des bonnes parties par les institutions qui ont aidé. Alors, ces gens-là ont pu se relever facilement. Alors, ils ont resté ici. Alors, c'est peut-être pour ça que Rimouski a progressé, est devenue une ville beaucoup plus moderne, une ville forte de ses institutions, une ville de culture, d'éducation, de formation, d'institutions. Toutes sortes de belles choses à Rimouski aujourd'hui qui ne seraient peut-être pas là si il n'y avait pas eu ce grand feu. Monsieur Arsenault, je vous remercie infiniment de nous avoir parlé de ce moment important. Et merci de nous avoir accueillis. Le plaisir a été pour moi. Merci.